Parfait. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette formation offerte par la section FMD3S de la Fédération des milieux documentaires. Mon nom est Patrick Carpentier, responsable des communications et des projets à la Fédération. La formation d'aujourd'hui s'intitule Initiation aux licences Creative Commons pour un meilleur partage. Notre formatrice est Amy Bergeron, bibliothécaire à l'Université de Montréal. Sur ce, je laisse la parole à Taline qui va vous parler du déroulement de la formation d'aujourd'hui. Super, merci Patrick. Bonjour tout le monde. De la part de toute l'équipe du comité de formation, je vous souhaite la bienvenue à la formation Initiation à Creative Commons présentée par Amy. Amy Bergeron est bibliothécaire à la Bibliothèque de la Santé à l'Université de Montréal. Elle a été diplômée de McGill en 2019 et a travaillé aux bibliothèques du CUSM avec moi et du CHUM avant de commencer dans le milieu universitaire. Ses intérêts particuliers comprennent la conception pédagogique, l'épistémologie des sciences de la santé des populations LGBTQ2AI+, le codage, l'éthique et l'éducation des patients. Donc, beaucoup d'intérêts. C'est vrai, c'est pour ça que je Euh, suis devenue bibliothécaire. Je m'excuse, allez-y. Amy va vers la présentation, puis on va avoir l'opportunité de poser des questions à la fin. À toi, Amy. Parfait. Donc, bienvenue tout le monde. Merci d'être là. Je vais sans tarder partager mon écran. Parfait. Et je vais vous déplacer. Non, vous ne voyez pas le bon écran. Attends un petit peu. Basculer. Là, vous voyez la présentation comme il faut, Taline. Parfait, merci. Alors, bienvenue, initiation licence Creative Commons pour un meilleur partage. Donc, comme objectif d'apprentissage, la formation, j'aimerais que vous soyez capable de nommer les quatre éléments principaux des licences Creative Commons, d'expliquer les avantages de l'utilisation de ces licences, de repérer du contenu couvert par ce type de licence et d'attribuer du contenu utilisé, de choisir quelle licence convient à une utilisation spécifique et de pouvoir chercher des informations complémentaires. Donc, comme plan de la formation, c'est comme on a indiqué sur le page web. Donc, j'explique un peu le mouvement de Creative Commons en contexte pour l'introduire. Par la suite, on va discuter des applications possibles en santé. Donc, en gros, de utiliser et de publier du contenu avec les licences Creative Commons, ainsi que des particularités dans le contexte québécois. Un peu sur comment proposer des licences Creative Commons aux usagers et des ressources pour aller plus loin. Je suis vraiment un très grande fan de Zotero. Donc, sur l'écran, vous voyez un lien pour accéder à la collection Zotero avec la bibliographie. Donc, tous les liens que vous allez voir à l'écran lors de la formation. Ah, il y a un micro ouvert. Ah, merci. Vous pouvez accéder donc zotero.org Amy Bergeron Biblio, puis pouvez choisir le groupe bibliographie formation CC ou sur le téléphone avec un code QR. Et qui suis-je et pourquoi est-ce que je présente à ce sujet? Donc, je n'ai pas de formation officielle avec Creative Commons. Il offre des formations officielles. Je vais en parler un peu vers la fin. Puis, la formation n'est pas affiliée, c'est pas une formation officielle. Je ne suis pas non plus une avocate. Il faut vraiment surligner ça. La formation, là, le contenu vient vraiment de mes connaissances, de mes propres recherches, mes expériences au travail. Pour des conseils juridiques, il faut s'adresser à un avocat, bien sûr. La dernière chose, je voudrais juste nommer explicitement est que je vais faire des démonstrations un peu lors de la formation. Puis, il faut juste noter que je vais montrer quelques exemples de différents types de documents qui sont partagés avec différents types de mentions des droits d'auteur. Et c'est vraiment pas pour critiquer des établissements. C'est juste parce que je connais quelques exemples, puis j'ai trouvé ça intéressant de démontrer des choses plus concrètement. Mais voilà, c'est pas une critique du tout. Là, je vais lancer la sondage. Attendez un petit peu. Bon, Patrick, est-ce que tu peux le faire pour moi, en Oui, fait? ça va te Merci. faire. On va juste Oh! poser la question. Je serais intéressée de savoir Attends une minute. si vous connaissez bien déjà Creative Commons, si vous êtes complètement néophyte, donc vous auriez quelques options. Et si vous voulez expliquer plus, vous pouvez le faire aussi dans le chat. Amy, je vais demander à Micheline qu'elle le fasse pour moi parce que c'est Ah, elle qui est haute présentement. ah, super.
Donc, ça s'en vient. Et ou Ouais. on peut juste le dire dans le chat si ça, jamais c'est plus simple. Euh, hmm, C'est bon, Oh, il est voilà, on le lancé. voit à l'écran, oui. OK, donc c'est comme de partager entre des gens qui sont plutôt néophytes et des gens qui connaissent au moins des bases, qui ont peut-être déjà proposé des licences Creative Commons ou qui ont utilisé ou trouvé choisir des telles licences. OK, super, on va avancer. Donc, à l'écran, là, vous devez voir les résultats. Bon, on continue. Donc, le Creative Commons en contexte, tout d'abord, on va définir qu'est-ce que c'est. Donc, j'ai pris ces deux extraits vraiment de leur site web. Donc, c'est une OBNL internationale qui a comme but, attends, je vais voir qu'est-ce qu'ils disent exactement, qui donne aux gens les moyens de développer et soutenir des biens communs, florissants, etc., culture partagée et tout ça. Ça se situe vraiment dans le mouvement de le libre accès des sources ouvertes et tout ça, et plus particulièrement pour des licences. La façon qu'il l'explique en quelques mots, c'est que les licences de droit d'auteur gratuits et faciles à utiliser constituent un moyen simple et normalisé, genre standardisé, de donner l'autorisation de partager et d'utiliser votre travail créatif aux conditions de votre choix. Alors, le Creative Commons est vraiment nommé pour le concept des communs, des pâturages partagés où des animaux de la communauté peuvent brouter ensemble. Au moins pour moi, ça évoque un genre de style de vie plutôt communaux-anarchiste où des réseaux sont partagés selon les besoins de chacun. Les biens privés sont limités. C'est un peu dans cet esprit-là que je vois le mouvement de Creative Commons. C'était, comme nommé, fondé pour simplifier le partage du contenu tout en respectant la législation sur les droits d'auteur. Ça couvre presque toutes sortes d'œuvres, sauf des logiciels. Je pense que c'est plutôt ça. Il y a des recommandations quand même sur le site Web. Et ce qui est super intéressant, et j'espère que ça va devenir clair lors de la formation, et que sans Creative Commons ou sans des normes faciles à comprendre et à utiliser, on peut être facilement découragé à partager notre contenu ou d'utiliser du contenu si c'est compliqué d'obtenir des autorisations. Vous connaissez sûrement déjà ça, mais on va en parler un peu plus. Bref, Ligne de temps, donc, qui a été fondée en 2001. Par la fin de 2003, plus qu'une million d'œuvres ont été publiées avec des licences Creative Commons. En 2004, on a intégré des licences dans Flickr, qui est un répertoire des images. En 2009, la Maison-Blanche des États-Unis a adopté une licence Creative Commons pour le contenu du site Web. On a introduit aussi la version de domaine public, donc Creative Commons 0, donc il n'y a pas de restriction du tout. Puis on a intégré des licences Creative Commons dans Wikipédia, donc pour les textes des articles. Il y avait plusieurs versions. Dans la collection Zotero, j'ai mis un article ou bien en fait un wiki là-dessus pour comparer les différentes versions. Mais là, on est rendu à 4.0 qui a sorti en 2013. Et je dirais que pendant les années 2010, il y avait plusieurs développements au niveau de la partage des ressources d'éducation libres, euh, le libre accès généralement. Donc, tout ça, ça se partage puis ça se passe en parallèle. Par 2019, on a eu 2 milliards d'œuvres publiées avec des licences Creative Commons. Donc, on voit que ça commence vraiment à prendre plus d'intérêt. Donc, pour la formation, j'ai trouvé intéressant peut-être de prendre un exemple concret. Donc, on va utiliser un persona que j'ai développé. C'est assez simple. Donc, c'est Joanne. On va dire que Joanne est une orthophoniste pour un CIUS. Dans son travail, elle doit effectuer des évaluations avec des échelles, valider des articles scientifiques, de préparer des présentations et contribuer à la rédaction des informations destinées aux patients. Cela dit, elle n'a jamais eu de formation en droit d'auteur en soi. Elle sait généralement qu'on doit citer les informations qu'on utilise, mais elle n'a pas nécessairement des éléments, la notion des éléments des licences ou du droit d'auteur de façon profonde. Elle ne sait pas nécessairement à qui demander quelle permission, dans quel contexte, pour quelles œuvres, etc. Donc, elle est un peu overwhelmed, si on veut.
Donc, nous allons voir quelques exemples ensemble, puis on va essayer de se mettre à sa place. Donc, ici, voilà, là, je vais passer plus en mode démo. Je vais dire qu'au QSUM, ils ont beaucoup d'informations destinées aux patients en anglais et en français. C'est super intéressant. Donc, la qualité est vraiment là. Il y a toute une équipe pour produire ce contenu. Mais quand même, ça nous donne quelques exemples intéressants. Donc là, on va commencer ici. Donc, c'est le même partage. Comme vous avez vu dans le partage d'écran, c'est dans les systèmes du corps. Donc, on va prendre le premier exemple. Donc, des ganglions lymphatiques. C'est un one-pager super clair, bien rédigé pour des patients. Cela dit, il n'y a aucune mention du Creative Commons, ni du Creative Commons, ni du droit d'auteur, l'année de publication. Il n'y a pas vraiment des informations qu'on peut utiliser. C'est pas clair si, par exemple, Joanne voudrait prendre cette feuillette d'informations, l'adapter pour son CIUS, le partager avec ses patients, ça serait peut-être plus difficile pour elle de comprendre où et comment le faire. Un autre exemple aussi du QSUM, là, je vais prendre le lien directement. C'est un livret un peu plus détaillé de 28 pages après AVC, la prise en charge. Et on défile, c'est aussi très, très bien rédigé. Complètement vers le bas, ici. Donc ça, c'est une mention plus classique qu'on retrouve assez souvent. On dit copyright avec la date, le centre, l'auteur. Donc, le QSUM, le document est protégé par des droits d'auteur, la reproduction est interdite. Donc, c'est un peu à ça qu'on s'attend la majorité du temps quand on trouve des informations sur le web qui ont été rédigées par des experts. Et la façon que c'est formulé donne vraiment l'impression que le partage n'est pas souhaité. T'sais, on dit qu'on protège l'œuvre, puis que des interactions, adaptations est interdite, etc. Donc, c'est beaucoup plus protectionniste. Puis encore, ce n'est pas une critique, c'est très, très normal, c'est assez répandu dans le domaine. On continue, puis pour les autres exemples, ils sont dans les diapos. Ça serait encore plus simple. Encore, je vais... Oups, ça s'en vient. Ici, voilà. Un autre exemple, sur Science Direct de Elsevier, très, très souvent, lorsqu'on est sur un article, il y a un lien ici, Get Rights and Content. Puis je dirais que ça, c'est comme l'étape un peu plus loin où c'est un peu plus facile, c'est comme plus standardisé. Parce que là, Joanne, si elle veut encore utiliser le contenu, avec le premier exemple qu'on a vu sans mention, il faut peut-être aller sur la page de contact, trouver des personnes, envoyer plusieurs courriels, ça doit être transféré aux autres personnes, etc., pour arriver à quelqu'un qui peut la répondre. Dans le deuxième exemple, elle a plus d'informations plus concrètes vers où aller chercher les infos, mais cela dit, il n'y a pas de système clair en place pour soit copier, reproduire, adapter le contenu. De plus en plus, pour les articles scientifiques, on a intégré le système CCC RightsLink. Il faut que je le voie pour me rappeler. Donc, lorsqu'on clique sur ce lien, on arrive ici sur une page très similaire. Donc, mettons que Joanne elle voudrait utiliser cette échelle validée pour ses patients. C'est super. On arrive sur la page. Puis ici, on doit choisir quel type d'utilisation on souhaite faire. Mais parmi les options qui sont à l'écran, il n'y a pas d'option pour utiliser une échelle dans un contexte clinique. En fait, je n'avais jamais remarqué de cela avant de préparer la formation d'aujourd'hui. Je me suis même informée pour l'aspect d'un Medical Communications Project. Je me suis dit peut-être ça tombe là-dedans, mais non, finalement, dans leur définition, c'est vraiment pas des contextes cliniques. Donc, encore là, elle sera peut-être empêchée. Ça ne serait pas clair exactement si ça tombe dans les options ici. Mais plus bas sur la page, je crois qu'il y a un courriel où elle peut, si elle souhaite, écrire directement à quelqu'un pour expliquer une situation particulière. Mais là, si on passe à un exemple avec Creative Commons, donc si elle a trouvé le feuille d'information sur l'aphasie du CHUM, on arrive encore vers la fin. Je pense que c'est sur toutes les pages sauf la première. On voit une petite mention ici de Creative Commons. Donc, on emploie quand même le langage un peu protectionniste, donc l'œuvre est protégée par une licence Creative Commons. Cela dit, ça nous indique
très bien les utilisations possibles. Il faut comprendre les symboles un peu, mais avec les informations qu'on a à l'écran, donc CC, BY, NC, ND, on va pouvoir aller trouver les modifications, les utilisations permises. Donc, Joanne, elle s'informe, elle va sur le site web, puis ça, c'est une traduction automatique avec Google, donc le langage est un peu bizarre, mais généralement, on sait qu'on est libre de partager. On peut copier et redistribuer sans problème dans n'importe quel format. Dans les conditions suivantes, il faut attribuer les auteurs. Ça doit être au but non commercial et n'ont pas le droit d'adapter le contenu. À noter, je pense que je le souligne à quelques autres moments lors de la formation, mais les traductions sont considérées comme des adaptations pour les fins des Creative Commons. Donc, il faut juste se rappeler de cela. Donc, pour Joanne, ça, c'est beaucoup plus facile que les autres exemples. C'est quelque chose de vraiment concret. Donc, si vous étiez à sa place, je pense que c'est naturel d'observer qu'elle sera plus motivée et plus probablement, elle va utiliser quelque chose du CHUM qui est publié avec une licence de Creative Commons, l'adapter à son CIUS. D'emblée, je le dirais comme ça. Il y a beaucoup d'infographiques sur les différentes licences qui sont plus ou moins intéressants de voir. Ils sont souvent présentés en tableau comme celui-ci, où on explique, on indique plutôt qu'explique ce qui est permis ou pas. D'autres fois, c'est plus sur un spectre comme celui-ci, où on dit que certaines licences sont plus libres et certaines sont plus fermées. Personnellement, même s'ils sont attirants visuellement, je trouve que c'est un peu plus complexe à comprendre. Donc là, je vous présente un tableau où on explique les symboles. Si vous comprenez les symboles et leur significance, il n'y a pas besoin de mémoriser tous les types de licences possibles parce que c'est quand même nommé. Donc, l'icône ici, by, c'est par, donc il faut attribuer. SA, c'est share alike. Donc, si vous redistribuez le même œuvre, c'est le feuillet ou n'importe quoi, en fait, un fichier, il faut le partager avec le même type de licence. On ne peut pas appliquer une licence moins libre, notamment. Si on voit NC, c'est non commercial. Donc, si on reproduit une œuvre, on ne peut pas demander des sous. ND, c'est no derivatives. Donc, on ne peut pas adapter, modifier, traduire encore, sauf sous permission explicite. Puis, il y a aussi le symbole public domain ici. On ne va pas vraiment en aborder lors de la formation parce que c'est vraiment très, très simple. Il n'y a aucune restriction. On n'est pas obligé d'attribuer. On peut faire n'importe quoi avec pour n'importe quelle fin, commerciale, non commerciale, etc. Donc, c'est dans le domaine public. Donc voilà, un survol, introduction, Creative Commons. Donc notre Joanne, là, elle est très contente d'avoir compris qu'elle peut vraiment adapter le contenu. Donc là, on va parler des applications possibles en santé. Et Taline, dis-moi s'il y a des choses dans le chat. Donc, comme mentionné, Joanne, là, elle est convaincue. Elle trouve que le Creative Commons est beaucoup plus simple à comprendre et utiliser. Ça ne prend pas d'intermédiaire, ça prend beaucoup moins d'aller-retour avec son équipe, puis les communications et tout ça pour arriver à une réponse. Donc, elle aura besoin de savoir comment trouver du contenu publié avec des licences Creative Commons. Et il devrait apprendre comment publier, comment appliquer des licences Creative Commons, parce qu'elle aimerait faire ça à la fois pour faire rayonner son établissement et de façon un peu plus loin, d'améliorer la santé des populations. Parce que le plus facile qu'il est de partager des ressources ou des échelles, des informations, ça devient plus facile d'enseigner, d'engager des personnes, des patients, mais aussi de former le personnel. Et l'aspect de rayonnement, je pense que c'est important peut-être de nommer pour nos chefs, nos gestionnaires et tout ça. Encore comme j'ai dit, s'il a l'option d'un feuillet sur l'aphasie qui n'a aucune mention du droit d'auteur, un autre qui mentionne le droit d'auteur, mais de façon très restrictive, sans licence facile, puis une autre option avec une licence Creative Commons, pour elle, ça serait beaucoup, beaucoup plus simple de prendre celui avec une licence Creative Commons. Puis si on exige qu'on doit attribuer, ça va faire en sorte que dans notre exemple, c'est le CHUM. Le CHUM devrait être plus connu et sa réputation peut être comme, ben voilà, c'est le rayonnement. Donc, c'est intéressant d'appliquer les licences Creative Commons dans ce sens-là.
Alors, on va parler de comment trouver du contenu et comment appliquer des licences Creative Commons sur nos propres œuvres. Donc, il y a un métamoteur sur le site web de Creative Commons, c'est Search the Commons. Puis il y a tout type de contenu, donc des images, audio, musique, des modèles d'impression 3D. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Mais il y a aussi des outils intégrés dans les moteurs comme Google et Bing. Puis ils sont vraiment structurés pour répondre aux critères de Creative Commons eux aussi. Donc, je vais vous montrer des exemples. Donc, voici le... Attends, ça s'appelle le Search the Commons. Voilà, le Search the Commons, c'est le métamoteur. Comme on voit ici, on peut vraiment choisir le type de la source à interroger. Par défaut, c'est sur Openverse. Donc, j'ai fait un test, j'ai cherché Empathy. J'arrive ici, donc je vois que j'ai des résultats des images. J'ai aussi des résultats de audio. Je pense qu'il y avait un peu de musique et ou peut-être des baladodiffusions, quelque chose comme ça. Je n'ai pas vraiment allé trop en profondeur. Mais ce qui est intéressant aussi est qu'on peut filtrer par la type de licence spécifique. Encore, si on clique sur l'icône ici, on peut avoir plus d'informations, des petits rappels de quoi il s'agit. Mais encore, si vous avez appris déjà de la significance des symboles, ça devient beaucoup plus facile. Par la suite, j'ai pris un autre exemple de Sketchfab, donc pour chercher des fichiers pour l'impression 3D. Cette fois-ci, j'ai cherché Bones, puis encore, on peut filtrer par type de licence, que j'ai trouvé intéressant. Si vous connaissez un peu l'impression 3D, vous connaissez aussi sûrement Thingiverse. Je crois que celui-ci est de Thingiverse. Donc, la même recherche, différents résultats. Donc, c'était aussi pour surligner ça, que des fois, ça vaut la peine de chercher dans plusieurs sources. On le verra aussi avec les images. Et encore, on peut filtrer par type de licence. Donc, super facile. Là, Joanne peut vraiment prendre les fichiers qu'elle souhaite imprimer, puis elle aura la confiance de savoir comment elle peut le faire et qu'est-ce qu'elle peut faire avec ces fichiers. Donc, voilà, pour le Open Search, Open Commons, Search the Commons, voilà. Mais comme j'ai dit, il y a des outils intégrés dans Google et Bing. Et je donne des formations sur Google. J'en ai donné au CHUM et je donne ici à l'UDM. Et c'est très peu connu, ces outils. Donc, si on est sur l'onglet Les images, tout d'abord, il faut cliquer sur Outils. C'est comme un peu caché. Et ici, sur droit d'usage, dans le passé, c'était pas explicite que c'était avec des licences Creative Commons. Je pense que c'était genre étiqueté pour réutilisation, puis licence commerciale. Là, c'est vraiment explicite que c'est organisé par est-ce que c'est Creative Commons ou pas? Et si on se limite aux licences Creative Commons, voici nos résultats. Lorsqu'on clique sur une image, avec Google, on peut avoir plus d'informations d'où viennent en fait, les informations sur la licence. C'est toujours mieux, on s'entend, d'aller vraiment sur le site web pour valider que c'est vraiment sous une licence Creative Commons, juste pour être certaine. Très, très similaire dans Bing. Donc, j'ai cherché encore l'empathie. D'abord, il faut cliquer sur Filtre. Et ici, sous licence, c'est un peu plus comme dans les interfaces qu'on a vues tout à l'heure. Donc, dans Google, c'est juste Creative Commons ou pas. Ici, on peut vraiment choisir quel type de licence ou de chercher tous les licences Creative Commons. Donc, encore, je me suis limitée aux images avec les licences Creative Commons. J'ai mes résultats. Donc, je sais que je peux vraiment utiliser ces images dans mes présentations ou dans des documents que je vais produire. Et je suis allée sur le site de Microsoft, puis même si c'est pas explicite ici, bien en fait, moi, je l'ai trouvé mêlant. Peut-être que c'était super clair pour vous, mais ici, on dit Creative Commons seulement, mais pour les autres, c'était pas tout à fait clair pour moi s'il s'agissait d'autres types de licences ou si c'était tout Creative Commons. Mais oui, justement, c'est tout de Creative Commons. Je l'ai aussi mis à l'écran parce que, bien, en fait, on va voir d'autres exemples plus tard, mais c'est intéressant d'avoir une liste près des organismes ou des compagnies qui utilisent des licences Creative Commons, surtout si on doit l'aborder ou présenter la possibilité à nos chefs, aux gestionnaires, les personnes qui peuvent prendre des décisions, juste pour démontrer que voilà, ça existe, c'est répandu, c'est connu, c'est fiable. Donc voilà, Microsoft utilise Creative Commons aussi, dans ce sens un peu plus limité. Pour trouver des documents,
Je trouve que c'est plus facile de faire des recherches avancées sur Google. Dans l'interface, tu sais, le métamoteur qu'on a vu tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de moyen de trouver du contenu texte. Donc, je suggère de chercher avec des guillemets CC BY. Pas parce qu'on veut nécessairement se limiter aux œuvres qui sont protégées avec l'aspect où on faut attribuer, mais si on cherche juste CC, évidemment, ça va repérer bien trop de choses. Ou avec CC0 pour des licences complètement ouvertes de domaine public. Donc, mettons, là, j'ai pris ces deux exemples-ci et j'avoue, je les ai faits en anglais parce que justement, il y a plus de résultats en anglais, mais c'est pour l'exemple, j'ai trouvé intéressant. Et ici, encore, je pense que je vais passer en mode démo pour vous montrer ce que j'avais repéré. Donc, ici, donc tout d'abord de Emergency Care BC. On est sur une page avec différentes feuillets d'informations pour des patients. Quand je suis allée là-dedans, je n'ai pas trouvé des mentions Creative Commons, mais complètement en bas, on voit que tout le contenu de leur site web, sauf si c'est indiqué autrement, c'est sous licence Creative Commons. Donc, c'est assez intéressant. Puis, c'est un exemple canadien qui est aussi super le fun. Un autre exemple. Wayne State University, c'est pas une université que je connais honnêtement, mais c'est dans des projets d'éducation des patients, quelque chose sur le diabète, encore juste pour l'exemple. Et on voit que c'est avec une licence Creative Commons de la domaine public. Donc, c'est une façon, entre autres, puis souvent, il faut essayer avec différentes requêtes. Comme mentionné, j'avoue que c'est un peu plus difficile en français. Quand j'avais fait mes tests, ça dépend vraiment du sujet. On peut mais dans mon expérience, c'est plus pour essayer de repérer du contenu destiné aux patients, mais on peut aussi, ben, en fait, on a beaucoup de résultats des articles scientifiques aussi. De plus en plus, des revues en libre accès utilisent des licences Creative Commons. On va revenir à ce point un peu plus tard. On va mettre ça de côté et on revient ici. Je sais qu'il y a sûrement une Euh, façon. Oui, Amy, on a une question dans le chat. parfait, je vous écoute. Y a-t-il des navigateurs en particulier à utiliser pour l'option de chercher sur Google avec Creative Commons? Je ne vois pas l'option avec Chrome ou Edge. En fait, moi, j'utilise Chrome. Je vais revenir ici. Je pense qu'en fait, j'ai mis le lien directement dans la collection Zotero aussi, mais si on est sur Google, oups, non, je ne voudrais pas les maps. Donc, on peut chercher une requête ou on peut cliquer ici en haut sur Images. Puis là, je veux faire ma recherche là, empathie. Donc, encore, je suis dans Chrome, ça ne change rien. En gros, là, ça changerait le navigateur. Si vous êtes Firefox, Edge, Chrome, c'est vraiment le URL à prendre. Puis je pense que si on revient en arrière, c'est vraiment l'aspect de image, whatever, après Google, qui fait en sorte que vous allez chercher les images. OK, on revient ici. Ensuite, donc, Joanne, là, elle est plus confiante, elle peut trouver du contenu. Puis là, elle se demande comment l'utiliser. Donc, des rappels, c'est assez simple, honnêtement. Donc, si la licence mentionne by, il faut citer la source originale, donc nommer l'auteur. Il faut indiquer le type de licence qui est appliqué au contenu. S'il y a une mention SE, le share alike, il faut que si vous repartagez, comme faites une copie, vous allez redistribuer sous une autre forme ou quelque chose comme ça, il faut appliquer le même type de licence. Et idéalement, on nous demande d'adhérer aux demandes non contraignantes. Je pense que je le nomme un peu plus tard de façon explicite. Cela comprendre, par exemple, on peut demander que si on adapte le contenu, si on le modifie, on fait des changements, on peut demander que les personnes qui publient la nouvelle version mentionnent qu'est-ce qui a été changé. Cela dit, on ne peut pas exiger cela. On ne peut pas vraiment aller au-delà de ce qui est explicitement exigé par la licence si on utilise des licences Creative Commons. C'est quand même une bonne pratique de se conformer à ça si l'espace le permet. Par exemple, si on fait un petit one-pager puis on manque vraiment de l'espace, ça peut être acceptable de ne pas le faire. Mais dans le meilleur des mondes, on essaie de s'adapter à ce qui est demandé.
Encore dans la collection Zotero, vous avez le lien, le Best Practices for Attribution, puis là, ils le mettent vraiment plus exhaustivement en détail avec plusieurs exemples des meilleures pratiques. Donc là, on va parler de publier avec du contenu, de publier du contenu avec des licences Creative Commons. D'un sens, c'est simple, d'un autre sens, c'est compliqué dans le milieu de la santé. Donc, il y a des choses qu'on faut réfléchir avant d'appliquer une licence Creative Commons. Donc, tout d'abord, qui a le droit de prendre la décision? On va discuter cela dans les prochaines diapos, donc je vais le laisser de côté pour l'instant. Il faut se rappeler que les licences sont irrévocables. Donc, on ne peut pas décider dans 5 ans que finalement, on veut retirer la licence Creative Commons qu'on a appliquée, puis on veut le limiter pour telle ou telle raison. Dès qu'on a publié, diffusé quelque chose avec une licence Creative Commons, ça doit rester. Puis, ça peut être pratique de juste réfléchir à comment est-ce qu'on veut que le contenu soit utilisé ou pas. Par exemple, la majorité du temps, je vais mettre une mention NC, donc pour des buts non commerciaux. Cela dit, c'est vu comme un peu plus restrictif. Puis il y a des organismes financiers, des subventionnaires, je veux dire, qui exigent par exemple qu'on n'utilise pas le mention NC. Théoriquement, c'est parce que si on publie un article, par exemple, en libre accès avec une licence Creative Commons dans une revue de libre accès, puis une autre revue à but lucratif mais qui n'est pas de libre accès veut republier l'article, ça devient compliqué. Donc, en fait, c'est juste plus libre de ne pas utiliser ce type de licence, mais c'est des questions qu'on peut se poser. Puis, l'organisme Creative Commons recommande vraiment de lire le texte intégral de leur article ici, The Considerations for Licensors and Licensees. Puis, il pose plus de questions, puis il clarifie des choses de façon plus concrète. Il nomme des choses, des obligations et tout ça. Donc, ça clarifie beaucoup le processus. Il y a des choses à savoir. Donc, comme promis, la question qui a le droit de prendre la décision? Donc, formellement, chaque organisme public doit nommer un responsable pour la gestion du droit d'auteur. Il y a une alliance naturelle, d'après moi, entre les bibliothèques, les communications et les affaires juridiques. Et dans mon expérience, très peu d'établissements ont des politiques claires. Il n'y a pas beaucoup d'avocats dans le milieu qui ont l'expertise. Moi, je n'ai pas vraiment expliqué pourquoi je m'intéresse autant en Creative Commons. Tout a commencé à l'hôpital neurologique. Quand j'étais à la bibliothèque des patients, on faisait beaucoup de rédaction des matériaux destinés aux patients. Mais en fait, c'était ma patronne à l'époque, Eileen Peterson, Dini, que plusieurs personnes connaissent sûrement. Donc, j'étais impliquée un peu avec des questions de droit d'auteur là-bas. Quand je me suis rendue au CHUM, j'avais déjà intériorisé plusieurs notions, puis comme tout le monde dans le milieu, on devient habitué à ce qu'on connaît, puis on ne se rend pas compte à quel point les autres personnes d'autres professions ne connaissent pas les choses qu'on connaît. Et c'était assez vif. J'ai discuté avec l'avocate qui était assignée à la direction des bibliothèques ou à la DEAC, là, puis aux bibliothèques. Puis elle était super, c'était vraiment une super avocate, mais elle n'avait aucune notion des licences Creative Commons. Elle n'était pas vraiment à l'aise avec le droit d'auteur. Mais on a commencé à échanger. J'ai expliqué, j'ai donné comme une mini formation un peu spontanée là-dessus. Puis elle était tellement intéressée, comme convaincue qu'elle m'avait invité à d'autres rencontres, une fois avec un médecin qui voudrait diffuser quelque chose que lui avait rédigé, puis se demander comment le faire. Une autre fois avec, je pense que c'était l'équipe de la Centre de littératie, c'est eux qui publient les fiches santé pour les patients de toute façon. Puis il y avait la même question, là, une discussion autour de, mais est-ce qu'on a besoin de permission? Est-ce qu'on doit écrire à Creative Commons? Qu'est-ce qu'ils font les licences? Est-ce qu'on peut exiger telle chose? Donc, j'ai fait encore une mini formation, présentation là-dessus. Cela pour dire que même si on sait qu'on n'est pas des avocats ni des experts dans la loi des droits d'auteur, souvent on va être identifié, veut ou veut pas, comme les experts ou comme les personnes qui savent le plus. Et c'est dans ce sens aussi que je fais ce type de formation. C'est comme une formation entre pairs. D'après moi, je ne suis pas une experte, mais si on se trouve avec plus de connaissances que d'autres mondes, ça peut être pratique de partager ce qu'on connaît. Mais bref, on revient à la matière. Donc, à qui le droit?
Comme rappel, on ne détient pas les droits sur les œuvres qu'on crée lors de nos emplois. Puis, depuis l'année passée, il y avait un arrêté ministériel qui est rentré en vigueur, norme en matière de droits d'auteur des ministères et des organismes publics. Et je vais amener quelques précisions. Donc, dans le texte de cet arrêté, on dit que chaque organisme public doit désigner un répondant qui assure le traitement de toute demande de licence ou de cessation de ses droits d'auteur. Aussi, un organisme public exerce de façon autonome le droit d'auteur à l'égard de toute œuvre dans la limite des droits qu'il possède. Je ne vais pas le mettre dans la lumière, là. Je ne vais pas nommer la personne, mais je vais échanger avec une collègue dans le réseau que je crois est présente ou s'est inscrite de toute façon pour discuter un peu plus de cela. C'est tout nouveau, puis on s'est posé des questions. Il y a quelques établissements à Montréal, je crois, dans les deux cas, où on a nommé un ou une bibliothécaire comme le ou la répondant, mais conjointement avec d'autres partenaires. Donc, on a discuté qu'est-ce qui se passe concrètement. Puis c'est super intéressant, mais peut-être je vais la laisser parler si elle veut prendre la parole un peu plus tard. Il y a une partie où on va inviter vos perspectives. Donc, encore plus de précisions sur l'arrêté. Euh, la majorité du texte discute l'octroi puis la cessation des droits, puis il faut toujours avoir, normalement, il faut avoir un constaté écrit avec un document signé avec des informations super spécifiques. Mais il y a un petit paragraphe qu'on peut facilement manquer qui nous dit que, on peut déroger des dispositions de l'article lorsqu'on souhaite faire une diffusion libre et ouverte de l'œuvre et que la licence ou la cessation est constatée par écrit, etc., etc. Donc, il y a certaines choses qui ne sont pas complètement claires, mais d'après moi, encore pas comme avocate, et d'après la personne dont j'ai discuté la question, on est de l'avis que c'est compatible quand même avec Creative Commons. Et c'est pas surprenant, dans le sens que de plus en plus, on va vers le libre accès. Il y a le mouvement de libre accès qui se développe beaucoup plus. Et au niveau par exemple, des fonds de recherche de Québec, on va voir l'exemple un peu plus tard, on exige des licences ouvertes. Donc, c'est plus en plus connu, des licences Creative Commons et ou des licences ouvertes de façon un peu plus large. Donc, comme je dis, il y a des questions qui restent dont je ne peux pas vraiment répondre. Donc, par exemple, est-ce que tout document produit par un hôpital, mettons, est-ce que ça doit être approuvé par la personne désignée ou est-ce que c'est juste des documents qui portent le nom de l'hôpital généralement? Autrement dit, est-ce que les bibliothèques doivent demander la permission chaque fois qu'ils veulent produire soit une formation, soit un petit guide sur la syntaxe de recherche ou quelque chose comme ça? Si on veut appliquer des licences Creative Commons, ce n'est pas tout à fait clair. Mais encore, je vous encourage fortement de vous informer dans vos propres établissements, peut-être discuter avec les communications et ou les affaires juridiques pour demander qui a été nommé comme la responsable. Dans quelques cas, puis en fait, j'ai trouvé trois exemples. C'est dans la collection Zotero aussi, dans le dossier Contexte québécois. Je pense que c'est CUSUM, Inès, puis le 6 de la Montérégie, si je ne me trompe pas. Eux, ils ont publié des pages web publiques où on nomme vraiment qui est la personne désignée. Donc, je pense que c'est quelque chose vraiment en développement. On n'a pas nécessairement des réponses complètes jusqu'à maintenant. Puis il y a des choses à clarifier, mais je pense que c'est le moment de donner ce type de formation, puis d'avoir des discussions, nous, comme professionnels de l'information, pour pouvoir comme mieux pousser le dossier. Donc, en fait, j'aimerais vous inviter à partager si vous avez de l'expérience, si vous avez déjà discuté ce type de questions avec votre équipe. Je vous laisse ouvrir vos micros et partager avec nous. Peut-être Aline pour voir s'il y a des mains, s'il y a plusieurs personnes qui veulent intervenir. Ah, Oui, il y a Francine. Francine Aumont. Oui. On vous écoute, Francine. On vous entend pas. Le micro est ouvert pourtant.
Peut-être on peut revenir à ça un peu plus tard, ou soit dans le chat, soit que je peux vous laisser dépanner la situation technique, puis on peut vous laisser prendre la parole plus tard, parce que je trouve que ça serait super intéressant s'il y a du monde présent qui avait déjà des expériences ou des réflexions même à partager. OK, bon, pour l'instant, je vais continuer. Donc là, concrètement, comment faire? Comme mentionné la première fois que notre avocate au CHUM m'avait sollicité pour rencontrer quelqu'un d'autre pour parler des licences Creative Commons, c'était un médecin. Je crois que c'était quelque chose sur la COVID autour de la chirurgie, mais honnêtement, je ne me rappelle pas trop des détails. Donc, j'ai fait ma mini présentation. J'ai expliqué, j'ai montré l'outil pour choisir le type de licence que je vais vous montrer vous aussi. Et à la fin, il m'avait demandé, mais OK, concrètement, là, qu'est-ce qu'on doit faire? À qui est-ce que je dois écrire pour les aviser que j'utilise la licence? Il y avait vraiment l'impression qu'il y avait comme un répertoire de tous les œuvres publiées avec des licences Creative Commons, puis il faut s'inscrire, il faut ajouter à l'œuvre une liste formelle ou quelque chose comme ça. Et ce n'est pas du tout le cas. C'est aussi simple qu'on le mentionne. Cette œuvre est partagée ou publiée avec une licence Creative Commons de tel type normalement avec un hyperlien, mais c'est vraiment aussi simple que ça. On peut préciser un auteur ou autrice spécifique et on peut demander de l'attribuer d'une certaine façon que je mentionne parce que souvent on ne publie pas des œuvres sous notre nom. Ça dépend vraiment du contexte, mais tu sais, dans les bibliothèques ou dans les hôpitaux, les CIUS plus généralement, on aura la tendance de juste nommer que c'est la bibliothèque qui est aussi correcte, mais on a le droit aussi, si on trouve intéressant de nommer un médecin, une infirmière ou un bibliothécaire, bien sûr, spécifique comme l'auteur ou l'autrice. Si l'œuvre n'est pas 100% notre travail, donc si on a utilisé des images ou des extraits ou des choses comme ça qui ne sont pas couverts par ce type de licence, il faut juste indiquer, sauf à l'indication au contraire, c'est couvert par une licence Creative Commons, par exemple. Et comme mentionné, on peut acheter des demandes non contraignantes. Donc, on peut demander, par exemple, qu'il explique lorsqu'il le diffuse qu'est-ce qui a été changé ou modifié. Encore, ce n'est pas une exigence formelle, légale, mais on peut quand même le demander. Encore, c'est la meilleure pratique de s'adhérer à ce type de demande lorsque c'est possible. L'autre utilisation qui sera plus en plus connue, et je pense que nous, comme professionnels des informations, on va être sollicités peut-être de plus en plus, on va plus entendre parler des licences Creative Commons, parce que depuis l'année passée, pour des articles qui ont été financés, ou bien des projets des équipes qui produisent des articles qui ont été financés par des fonds de recherche du Québec, doivent publier avec normalement une licence Creative Commons. Pour eux, la base, c'est le CC BY, donc avec attribution simple, n'importe quel type d'utilisation, pas de share alike nécessairement. Pour certains cas, ils acceptent qu'on fait pas de modifications, mais ils veulent toujours qu'on a le droit de publier l'œuvre pour des fins commerciaux. De ce que j'ai compris, c'est vraiment pour qu'on puisse permettre la républication dans des revues. Si, mettons, The Lancet veut republier l'article qu'on a rédigé dans une revue de libre accès, ça serait possible. Ils peuvent aussi utiliser une licence équivalente à une licence de Creative Commons. L'autre affaire est que là, ça doit être immédiat. Souvent, avant, c'était après 12 mois. Puis même au niveau fédéral, les trois grands agences sont en réflexion. Ils sont censés de nous donner comme une nouvelle version de leur politique pour la fin 2025. Mais j'ai discuté avec notre experte ici en libre accès, Julie Cardinal, puis elle m'avait dit que c'est très possible qu'on va dans cette direction-là au niveau fédéral aussi. Et je trouve rassurant qu'on a, c'est l'exemple des fonds de recherche du Québec, encore dans l'aspect de faut présenter ça à nos gestionnaires, nos chefs ou l'administration de l'hôpital et tout ça, d'avoir des exemples concrets que oui, ça existe, oui, c'est valide, c'est fiable, c'est connu, on peut se fier aux licences Creative Commons. Ça simplifie beaucoup la vie. Donc, juste un petit ajout à ce point-là. Alors, pour proposer des licences aux usagers,
Avant, j'aimerais savoir, en fait, ça revient un peu à la question que j'ai posée plus tard, mais si vous avez déjà rencontré, vous aussi, un avocat ou une avocate, soit pour des questions avec le droit d'auteur, des licences Creative Commons ou sur un autre sujet, je serais curieuse. Et je pose la question parce que dans mon expérience limitée, mais aussi à en avoir parlé avec des collègues, j'ai compris que c'est souvent difficile, soit de les joindre ou d'avoir des rencontres, que ça peut être compliqué d'avoir des conseils, que ça peut être très long. Donc, j'étais juste curieuse de savoir, soit si vous voulez de nommer quelque chose de vive voix, d'activer votre micro ou de le mettre en chat. Je serais super intéressée de savoir plus. Parce que je le dis aussi parce que j'ai plutôt l'impression que j'étais chanceuse qu'au CHUM, j'ai pu discuter avec une avocate. C'était relativement nouvelle qui était assignée à notre équipe et j'ai compris que souvent c'est plus compliqué que ça. Oui, Isabelle, je t'écoute. Bonjour Amy. Allô, ça va? Ça va très bien, merci. Je travaille à l'UCPQ, donc à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. On produit des documents d'enseignement aux patients. Puis on a déjà eu à rencontrer un avocate, en fait, parce que souvent, dans nos documents d'enseignement, des médecins vont collaborer, mais les médecins ne sont pas considérés comme des employés de l'Institut. Donc, on Mhm, a dû rencontrer une avocate du CIUS de la capitale nationale pour créer un formulaire de renonciation aux droits pour les médecins lorsqu'ils collaborent, parce que sinon, ils sont considérés comme ayant des droits sur la documentation qu'ils produisent en collaboration mhm, avec nous. mhm, Puis, ça a quand même été toute une affaire, là, parce qu'effectivement, l'avocate en question était super sympathique, mais pas très disponible. Donc, il y a eu beaucoup de relances avant qu'on puisse fermer mhm, ce dossier-là, par exemple. mhm. Ouais, merci pour le partage. Et oui, c'est vrai, tu sais, j'ai mentionné tout à l'heure que dans les lois sur le droit d'auteur, on ne tient pas les droits sur ce qu'on crée au travail, mais comme on sait, justement, les médecins sont genre des employés de sous contrat, ils ne sont pas des employés directement de l'hôpital. Donc oui, ça pose cet aspect de plus, comme une petite complication. Ouais, merci pour le partage. Est-ce qu'il y a d'autres monde qui veut partager? Ah, je vois que Francine a dit quelque chose dans le chat. Donc, elle dit, il y a bien des années, nous avons réussi à avoir une approbation pour le message de droit d'auteur accompagnant les PDF d'articles en pré-entrée bibliothèque, mais ce fut compliqué, peu de disponibilité de l'avocate. Ouais, ouais. Donc voilà, je pense que c'est quand même répandu. Ben, je pense que c'est commun que lorsqu'on essaie de joindre l'avocat, l'avocate, que c'est long d'avoir des réponses parce que on s'entend qu'ils sont sûrement super chargés eux aussi. OK, on va continuer. Le temps file. Amy, Parfait. il y a un Oui, commentaire dans le chat. oui. Là, j'ai comme perdu ma bulle de chat. Est-ce que tu es à l'aise de le Je peux te lire de lire? vive voix? Non, je Ah, peux te merci. lire, OK. Amy. OK. Euh, de Marie-Ève, très compliqué. Je n'ai jamais eu de réponse pour un fournisseur qui demandait des paiements de factures d'abonnement pour lesquels nous n'avions plus d'abonnement. C'était pratiquement du harcèlement. Nous n'avons Ouf, pas d'avocat dédié à la bibliothèque. ouf. Oui, oui, mes sympathies. Oui, merci pour le partage. Alors, très, très généralement, lorsqu'on veut proposer des licences aux usagers, donc tout d'abord, ça commence avec l'entrevue de référence. C'est la base, mais il faut quand même le nommer parce que des fois, peut-être, ils peuvent avoir l'impression d'avoir besoin d'utiliser ou d'appliquer une licence et que ce ne soit pas vraiment le cas ou que peut-être leurs besoins soient différents, bien sûr de bien expliquer notre rôle. Donc, comme mentionné, on n'est pas des avocats-avocates. Comme quelques personnes connaissent ici, avant d'être bibliothécaire, j'étais technicienne en pharmacie. Donc, on a souvent aussi, ben, c'était comme un peu la même chose dans le sens qu'on n'avait pas le droit de donner des conseils. C'était vraiment restreint aux pharmaciens, aux pharmaciennes. On pouvait donner des informations techniques. Donc, c'est très similaire. On est dans une situation parallèle où on a le droit de partager nos connaissances, des informations de façon objective. On n'a pas le droit de donner des conseils spécifiques pour des cas. Donc, juste, il faut vraiment être certaine que ça, c'est clair pour l'usager et l'usagère.
Par la suite, on est ici la personne aux bases des licences CC. On peut reprendre mes diapos ici, mais il y a beaucoup de ressources aussi dans la collection Zotero. On peut utiliser l'outil License Chooser avec eux, que je vais vous partager dans quelques instants. Et encore, il faut se rappeler certaines choses que, par exemple, les traductions sont considérées comme des adaptations pour les fins de Creative Commons. Autre chose qui est super important, il y a d'autres lois qui encore l'utilisation des images des personnes. Il y a un lien de Educalois, puis un autre lien de Wikicommons, je crois, à cette question-là que je ne vais pas aborder. C'est un peu en dehors de la portée de ce qu'on discute aujourd'hui, mais c'est quand même important de savoir. Et de ne pas hésiter de référer aux affaires juridiques. Et si on a bien expliqué la portée de notre rôle, normalement, ça passe assez bien de dire, bien, ma tâche arrête ici, mais si vous avez des questions spécifiques après, ça serait mieux de commencer de demander un avis. Donc là, je vais vous montrer l'outil License Chooser. All right. Donc là, ils sont en train de faire une nouvelle version. Donc, je vais vraiment partager les deux. Attendez un petit peu. Alors, la nouvelle version est juste en anglais. Et c'est pour ça, en fait, que je vais vous montrer l'autre. Mais c'est un peu plus simple. C'est étape par étape. Mais mettons qu'on commence ici. Est-ce qu'on sait quel type de licence dont on a besoin? On peut dire non, aidez-moi, au secours. Next. Est-ce qu'on veut être attribué? Oui. Ici, il nous donne tout de suite une recommandation, mais on peut continuer avec les autres étapes. Donc, on peut faire next. Est-ce qu'on veut permettre de l'utilisation au but lucratif? Moi, je dirais non. Mettons, on fait next et la licence change en fonction de ce qu'on dit. Est-ce qu'on permet des adaptations? Mettons que oui, on peut faire next. Est-ce qu'on exige que ça soit la même licence et on partage après? Dans ce cas, je peux dire oui, ça ne me dérange pas, ça peut être n'importe quel type de licence. Et par la suite, il y a des validations à faire. Comme on a dit, il y a des choses qu'il faut réfléchir avant d'appliquer la licence Creative Commons. Donc, mettons ici que je confirme le tout. Si je veux, je peux même remplir cela pour produire une mention de Creative Commons. Mais encore, c'est juste en anglais pour le moment. Et c'est quand même bien fait, tu sais, c'est vraiment étape par étape. C'est des questions simples avec deux choix, donc c'est pas trop compliqué. Cela dit, dans la collection Zotero, j'ai aussi mis un lien pour l'ancienne version via le Wayback Machine parce qu'il y avait une version en français. Puis, c'est plus sympa. Et oui, tu sais, on peut toujours faire traduire en français avec les navigateurs habituellement. Mais des fois, c'est plus agréable d'avoir vraiment le tout en français traduit comme il le faut. Donc, ça, c'est l'ancienne version. Je vais juste fermer ça. Je trouve dans un sens que c'est quand même encore plus simple, mais c'est sûr que je connais déjà la matière. Donc, est-ce qu'on souhaite autoriser le partage des adaptations? Mettons, cette fois-ci, je peux dire non. Est-ce qu'on autorise l'utilisation commerciale? Je peux dire non. Et selon ce qu'on fait, ah non, finalement, OK, non, OK, ça change, je t'inquiète pour un petit moment là, mais en fonction de ce qu'on choisit, la licence recommandée va changer. C'est très, très, très simple, mais j'avoue que ça peut être un peu plus mêlant pour des gens qui ne sont pas habitués déjà aux licences Creative Commons. On revient au diapo pour terminer. Laissez un peu de temps à la fin pour des questions. Et on a, comme j'ai mentionné plusieurs fois, il y aura toujours beaucoup de personnes qui ne connaissent pas du tout ça, qui seront peut-être sceptiques. Donc, il y a deux types d'arguments qu'on peut préparer. Donc, comme j'ai nommé déjà, ils sont déjà couramment utilisés par des organismes reconnus et qu'ils peuvent sauver énormément de temps et de l'argent, honnêtement. Donc, à l'écran, on voit quelques exemples des organismes qui utilisent des licences Creative Commons. Pour moi, le big winner, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est vraiment en lien vers leur politique sur le droit d'auteur et les licences Creative Commons. Il y a plus en plus de revues qui utilisent les licences Creative Commons. Il y a les fonds de recherche du Québec. Oh, ça manque là, je m'excuse. Le Khan Academy, il y a beaucoup de monde qui connaissent ça. Le Ville de Montréal pour les jeux de données publics, il applique les licences Creative Commons. Il y a Wikipédia. Et ça aussi, c'est dans un dossier dans la collection Zotero. Si vous avez d'autres, vous pouvez les mettre dans le chat, puis je vais peut-être les ajouter aussi.
Et l'autre chose, concrètement, il faut se rappeler, tu sais, si on était Joanne, si elle trouve un document sans mention de Creative Commons, puis elle n'a pas nécessairement la notion de Creative Commons, ce qui se passe concrètement, elle trouve le contenu, elle demande à son chef, son équipe, leur avis, si ça vaut la peine de contacter l'organisme ou quoi que ça soit. Souvent, on veut discuter d'abord avec les communications, avec les affaires juridiques. Il peut y avoir des délais, d'avoir des réponses, beaucoup d'allers-retours. On écrit finalement à l'organisme et de leur côté, souvent, il y a des délais aussi parce qu'il faut consulter plusieurs personnes. Donc, ça peut très facilement, et ça, je pense que c'est même conservatrice de dire 4 à 8 personnes. Ça peut être facilement plus et ça comprend des gestionnaires, des avocats, donc ça coûte des sous, ça prend beaucoup de temps et de l'argent. Avec Creative Commons, c'est beaucoup plus simple. Notre Joanne, elle a trouvé du contenu intéressant, elle lit les détails de la licence, elle l'utilise. C'est sûr que si on veut vraiment aller un peu plus loin, pousser le dossier de Creative Commons dans notre établissement, commencer à entamer ces discussions, ça prend un certain investissement quand même avec le même titre de professionnel, mais une fois fait au long terme, il y aura des économies considérables. Et ça, c'est parlant pour les gestionnaires habituellement. Donc, pour terminer, des ressources pour aller plus loin. Donc, il y a pour apprendre plus, pour intégrer les licences dans vos pratiques et pour contribuer à la communauté de Creative Commons. Donc, eux, ils offrent des programmes. C'est quelque chose que j'aimerais faire peut-être dans les prochains ans, de différents types de formations disponibles. Il y a aussi une formation à l'UDM. Actuellement, je pense qu'on n'a pas dans le programme et la programmation d'hiver va sortir bientôt. À l'Université Laval aussi, il y a une formation sur Creative Commons. La bibliothèque UQAM a un guide et à l'Université de Laval, je crois que c'est le bureau du droit d'auteur qui produit le guide. Ce n'était pas la bibliothèque, ce que j'ai vu assez rapidement. Encore, si vous connaissez d'autres ressources, n'hésitez pas à me les dire dans le chat. Pour intégrer des licences dans votre pratique, en gros, je dirais, devenez la roue qui grince. Et c'est moi. Je ne cesse pas de parler de Creative Commons. Je suis comme un évangéliste un peu de Creative Commons. Donc, de discuter avec votre chef, votre équipe, avec permission, approbation aussi, de contacter les affaires juridiques, contacter les communications, demander qui a été désigné comme la personne responsable, demander s'ils veulent une formation sur Creative Commons, de diffuser les œuvres produites par la bibliothèque avec ses licences et participer au comité où on peut avancer ce dossier. Et finalement, pour contribuer à la communauté de façon plus large, il y a du matériau à traduire. Il y a beaucoup de choses disponibles dans plusieurs langues, mais il y a des choses qui sont disponibles juste en anglais. Donc, je trouve que ça pourrait être intéressant de faire ce type de contribution. L'autre chose qui est comme un peu plus éloignée de la bibliothéconomie, mais quand même, si vous aimez ça, prendre des photos, pensez à verser des images dans des répertoires où ça serait accessible et à ajouter des licences Creative Commons à vos images. C'est intéressant d'être cité. Tout le monde, tu sais, lorsqu'on publie des articles, on veut être lu, on veut être cité, puis c'est la même chose avec tout autre type de documents et de photos qu'on produit. C'est valorisant que ça soit partagé et attribué. Alors, ça termine juste. C'est 13 heures. On est arrivé à la fin. Donc, merci de votre temps pour ceux qui doivent absolument quitter là tout de suite. Merci encore de votre participation. On va vous envoyer le lien d'évaluation. Je pense que Taline va dire un petit mot. Et si on veut discuter, prendre des questions, ça me ferait plaisir. Oui, je voulais juste mentionner que notre prochaine activité, c'est le 14 décembre. C'est notre tour de table virtuel annuel qu'on essaie de faire chaque année. Donc, venez partager vos réussites et découvrir celles de vos collègues. Je vais mettre le lien pour l'enregistrement dans la zone de clavardage. Est-ce qu'il y a des questions pour Amy? Merci, Amy, pour la présentation super intéressante. Il y avait une question de Mme Aumont dans le chat. Oui, je te file. Ah oui, l'aspect. Oui, OK, vous parlez de la fiche sur la prise en charge après AVC, j'imagine. Je pense que
pour eux, c'est parce qu'ils donnent des copies imprimées, puis ils veulent que ça soit eux qui impriment et qui distribuent. Donc, je pense que leur mention toute reproduction sans autorisation est interdite est plus dans ce fin-là. Mais je suis de l'avis que oui, tout est mieux si c'est plus ouvert. Et pourquoi pas permettre des patients de faire des copies? Je ne sais pas. Mais je pense que souvent, on est peut-être obligé par les affaires juridiques, peut-être de formuler la mention de droit d'auteur d'une telle façon. Ce n'est pas nécessairement les auteurs, autrices. Tu sais, on n'a pas nécessairement les détails là-dessus, mais je suis d'accord que ce serait plus cohérent d'encourager le partage de façon générale. Bon, vous aurez mon courriel. Je pense que, ouais, ben oui, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez reçu mon courriel avec le lien. Donc, si vous avez des questions de suivi ou d'autres choses que vous aimeriez discuter, des recommandations, des liens à me partager, je serai très, très heureuse de vous écouter, d'échanger de nouveau avec vous. Et sinon, on vous voit dans 2 semaines pour les bons coups. Merci beaucoup.